Vous écoutez Sans détour, le podcast de Genilem avec le soutien de notre partenaire la FIT, Fondation pour l'innovation et la technologie. Celles et ceux qui ne les connaissent pas encore, allez voir leur site internet fondation-fit.ch. Comme Genilem, la FIT est dédiée à soutenir celles et ceux qui entreprennent en offrant un cadre propice à l'innovation et à l'audace entrepreneuriale. Dans nos podcasts, vous retrouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et souvent à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent, sans détour, leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Delerval, coach au sein de l'association Genilem, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Granelli, cofondateur de la start-up Alaya, devenue ensuite une des entités du géant nord-américain Benevity. Issu d'HEC Lausanne, Guillaume démarre avec un projet associatif de vidéo solidaire en Amérique du Sud qui finit en start-up tech B2B SaaS avec une levée de fonds, une fusion et une croissance à l'international et enfin un rachat. On va parler pivot, fusion, impact et scale international. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast, on est ravis de t'avoir. Merci. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Ouais, volontiers. Donc, je m'appelle Guillaume et j'ai grandi en Suisse romande. Petit village de Prangin entre Lausanne et Genève, né de parents suisses, mais influence un peu italienne et hollandaise, donc un petit mishmash de différents pays européens. Et ouais, j'ai grandi en Suisse romande. Je suis allé faire mes études universitaires à Lausanne. Donc, j'ai Ok. fait un bachelor à HEC Lausanne. Ok. Donc, ça, Tu te c'est rappelles pourquoi ? pourquoi. Ouais, c'est très drôle, c'est qu'en grandissant, étant plus jeune, je voyais que mon père était entrepreneur, donc il avait sa boîte de café, donc il vendait du café aux restaurateurs. Et pour lui, un peu, c'est vrai que le succès, ça a toujours été, je sais pas si tu devrais rentrer dans le milieu du café, les banques, ça paye bien. Et du coup, un peu toujours cette image de jeunes que travailler en banque, c'était le succès. Et Ok. c'était un peu la vision de nos parents à cette époque-là. Et du coup, en arrivant à HEC, c'était un peu la vision que j'avais. Mais en fait, je me suis vite rendu compte, j'ai eu l'opportunité pendant mes études, mon bachelor, de faire un stage chez Crédit Suisse. Ok. Donc, je bossais à 20-30%, des fois 40 chez Crédit Suisse pendant mes études. Et là, je me suis rendu compte un peu que c'était pas du tout le monde dans lequel je voulais aller, que c'était trop lent, c'était trop gros. Ok. Et du coup, ça m'a un peu sorti de je suis un peu sorti de cette idée-là, en tout cas. Ok. On est en quelle année ? Quand tu fais quand tu fais Ouais. HEC, c'est Donc j'ai fait HEC, j'ai terminé le bachelor en été 2015. été 2015. C'est ça, été Et donc, tu 2015. as travaillé au Crédit Suisse pendant les quelques années avant, quoi. Ouais, j'ai fait Ok. plus ou moins 2 ans de stage. Ce que tu n'as pas aimé, c'est la lourdeur et la vitesse, c'est ça ? C'est ça, vitesse. Bah, en plus, on était dans le département marketing événementiel, donc où ça bouge généralement un peu plus. Ouais. Mais voilà, tâche de stagiaire, faire des Excel, envoyer des invitations. Quand on allait sur place sur les événements, c'était sympa, mais en fait, tu te rendais compte que toute la structure, la hiérarchie, la taille de l'entreprise, enfin, c'est des énormes paquebots à manœuvrer et que voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez opérationnel qui veut toujours trouver la façon la plus efficace et rapide de le faire. Et du coup, ça allait un peu contre ces valeurs-là. Et donc, tu finis ton master et tu dis à tes parents, j'irai pas travailler dans la banque. Ou comment ça se passe ? Bah, même ouais, c'était durant mon bachelor et en fait, vite rendu compte que c'était plus le cas et même à l'époque, enfin, même quand j'ai commencé à HEC, il y avait même plus ces questions de est-ce que je travaillerais dans la banque, qu'est-ce que je ferais dans ma vie. Mes parents étaient m'ont pas mal soutenu et puis c'était un peu explore ce que tu veux faire. Donc, Ok. il y avait pas trop cette pression-là. C'était plus vraiment quand j'étais un peu plus jeune, mon père qui disait, bon, bah, les Mais sur banques, des ça rails. paye bien, c'est ça, fais HEC, tu auras des bonnes carrières, ou autre. Mais voilà, ça m'a en tout cas ouvert les yeux sur ce point-là. Mais c'est aussi là que j'ai pu en fait rejoindre une asso étudiant qui a pas mal changé ma vie, qui s'appelle ISEC. Ok. Et en fait, le but d'ISEC, c'est une association, ils sont presque dans toutes les universités dans le monde et ils envoient des étudiants en échange dans d'autres universités pour faire soit des stages professionnels ou des expériences de bénévolat ou de volontariat selon le pays. Enfin, si t'es envoyé transféré dans une université de New York pour faire un stage, ce sera plutôt un stage pro, mais tu as d'autres pays où tu feras peut-être plus du volontariat selon les besoins. Et c'est vraiment un réseau énorme dans chaque université dans le monde. Et ça m'a un peu lancé sur la voie de l'entrepreneuriat parce que ces petites assos étudiantes, mine de rien, tu as un budget à respecter. Souvent, c'est financé par les universités, mais tu as quand même un budget, tu as une équipe. Tu peux, entre guillemets, devenir leader de ton département. Et donc, en fait, tu avais un peu déjà
une petite entreprise, cet aspect-là de petite entreprise et de, pas vraiment de scale à l'époque, mais c'était plus, voilà, comment tu gères ton budget, comment tu peux gérer ton équipe, comment tu peux passer à travers des candidatures pour leader une équipe. Donc il y avait déjà tout ce côté-là qui était assez sympa et Et c'est la raison pour laquelle tu as rejoint, l'ISEC? C'est parce que tu voulais un peu leader des gens, des gens, des projets ou il y avait une autre raison? Des bières gratuites ou c'est pas un peu de tout. Enfin, c'est vrai que de cette expérience avec Sec, j'ai aussi tissé mon lien de meilleurs amis et on a énormément, enfin, un groupe de potes qui s'est créé là autour de cette association. Et c'est vrai qu'on faisait beaucoup la fête, passait beaucoup de temps. Mais ouais, ce qui m'a un peu tenté aussi, c'est de faire une expérience où tu rencontres de nouvelles personnes. Euh, En HEC, ce qui se passe, c'est que les gens arrivent avec des groupes d'amis, ils se connaissent tous pas mal, et du coup, ça reste assez fermé. Ce OK. que j'aimais bien dans l'idée d'une asso comme ISEC, c'est qu'en fait, du coup, bah, tu casses les codes, tu vas dans une asso où tout le monde est, personne se connaît, et du coup, en fait, tu tisses un nouveau réseau, un nouveau groupe d'amis. Donc, c'était aussi c'était cette expérience. Mais c'est sûr qu'on a fait énormément la fête, on a très bien profité, et que, ouais, je recommande si toute personne qui fait un bachelor ou qui est à l'université de rejoindre ces assos-là parce que c'est tellement, tellement de fun et tellement enrichissant. Et tu as fait un stage avec, l'ISEC? Tu es parti quelque part? Non, non, même pas. Je suis pas parti en stage. Je sais que beaucoup en fait qui rejoignent l'ISEC ont fait un stage et ensuite rejoignent l'association. Mais pour moi, c'était étant donné que je bossais pour Crédit Suisse, Ouais, euh, pas le temps. pas le temps, il fallait un peu OK. choisir. HEC se termine, tu fais quoi? Donc HEC se termine, donc c'était été 2015. Et je savais pas encore trop ce que je voulais faire. L'idée de faire un master, j'étais pas super fan, à l'idée, surtout quand tu fais HEC, généralement, à moins que tu rentres dans un master système d'information qui est plus poussé, et les masters en management pour moi et j'espère qu'on n'a pas trop de profs de l'Uni qui nous écoutent, mais je trouve que faire du marketing, du management, ça s'apprend plutôt sur le terrain, OK. qu'à l'école, et du coup, j'avais pas trop d'idées sur le futur. Donc je me suis en fait inscrit dans une autre, université à Lausanne pendant 6 mois pour continuer à faire quelques cours de langue, continuer. En fait, j'avais un projet avec l'ISEC où je venais organiser un événement pour toute la Suisse. Donc, en fait, pour organiser cet événement, il fallait que je sois encore étudiant. Donc, OK. j'ai pris en gros un semestre de cours. Ouais. Je crois que c'était même, je sais plus, 3 lettres, enfin, peu importe, juste pour rester dans le réseau universitaire. Pour avoir la Et carte. c'est ça, pour avoir la carte, exactement. Et c'est là qu'en fait est venue aussi un peu la genèse de notre projet et qu'on a commencé à se poser avec mes associés de l'époque. Donc on était 5 et parmi ces 5, 4 étaient justement à l'ISEC. OK. Donc on a voulu en fait un peu pousser plus loin cette idée de comment on pourrait rendre un projet comme l'ISEC un peu plus global et plus grand. OK. Donc c'est de là qui sont venus les premiers brainstorming sur le sujet. OK. Et le sujet, c'est quoi alors justement? Ouais. Le sujet, donc l'idée de départ qui a nettement changé depuis, mais on était parti sur le constat que, encore à l'époque, 2015, maintenant tu as des IA qui te génèrent des vidéos, mais à l'époque, le média vidéo n'était pas autant utilisé que ça. On avait beaucoup d'images, beaucoup de réseaux sociaux, mais toute cette mode des Reels, de TikTok ou autre, c'était énormément dans la vidéo, n'existait pas énormément. Et on est parti du principe que pour pouvoir aider des associations, parce qu'avec l'ISEC, on a quand même développé un réseau d'associations assez développé. On s'est dit, bah, pourquoi ne pas utiliser la vidéo comme moyen pour essayer de soutenir ces associations pour qu'elles puissent lever des fonds plus facilement, trouver des bénévoles, même gagner en visibilité. Donc avec ce parti pris, en fait, on est parti en Amérique du Sud. Pourquoi l'Amérique du Sud? C'était selon nous un continent un peu sous-représenté quand on parle du monde associatif. Mmh. On pense beaucoup à l'Afrique, à l'Asie, parfois même aider localement en Suisse, mais pas trop l'Amérique du Sud. On entend OK. moins, en tout cas à l'époque, on entendait moins parler. Et du coup, on est parti, drone, caméra, on a acheté un van. OK. On a levé quelques fonds enfin, c'était principalement notre famille pour acheter le van et nous permettre de vivre sur place. OK. Et on a en fait fait des documentaires avec des associations. OK. On a commencé Argentine, Chili et Bolivie. Ça dure combien de temps ça? 6 mois. OK. 6 mois. Donc on est parti janvier, peut-être le 2 ou 3 janvier Vous étiez 5. 2000. On était 5 sur le projet, mais 4 à partir OK. en Amérique du Sud, parce qu'une autre personne était toujours en études, donc il nous aidait plutôt depuis la Suisse.
mais 4 à partir en Amérique du Sud. Et donc 4 compétences HEC? Donc on était en fait parmi les 4 à partir, j'étais le seul à avoir fait HEC, OK. 2 qui avaient fait Sciences Po, et un dernier de l'EPFL, qui avait fait Sciences de la vie. Donc non, pas de compétences, de vidéaste, mais c'est ça qui est incroyable avec des assos étudiantes comme l'ISEC, c'est que une des personnes durant ces années d'ISEC, c'était vraiment spécialisée en vidéaste et avait vraiment appris sur le tas, avait pu faire énormément de vidéos pour l'association et était vraiment devenu calé sur le sujet, tellement calé que maintenant c'est son métier en fait. Donc après OK. avoir quitté l'aventure, il s'est lancé là-dedans et fait des reportages documentaires, donc il est vraiment spécialisé là-dedans. Et donc l'idée de base, c'était donc de faire des documentaires pour mettre en lumière des associations et votre but, c'était de rester là-bas? C'était de rentrer, Ouais. c'était quoi le plan de base? Donc en fait vraiment le plan de base, c'était au début vraiment même une expérience. On part en voyage, on a levé quelques fonds et on va essayer de soutenir ces associations-là. On a réalisé nos premiers reportages, lancé le site web, et on s'est dit: «Bon, bah, ça va fonctionner, on va essayer de lever des fonds». C'est du B2C, du fundraising, ça devrait toucher nos communautés et en fait, ça a été un gros, gros flop, OK. et on s'est rendu compte, en fait, que déjà aider, le don, c'est très personnel. Ouais. Donc généralement, si tu es pas touché par une cause en particulier, tu ne vas pas forcément donner. Généralement, tu donnes localement, à moins que, par exemple, disons, tu venais d'Argentine et tu connais cette communauté-là, tu aurais envie de soutenir. Mais c'est rare que tu dises: «Je vois cette vidéo, c'est inspirant, je vais donner». Généralement, Ouais. il faut qu'il y ait un lien et on s'est vite rendu compte que le monde du fundraising, même si en Suisse et en Europe est un peu moins répandu, dans tous les pays anglo-saxons, UK y compris, en fait, c'est vraiment, il y a énormément de plateformes, donc énormément de concurrence. OK. Donc en fait, d'avoir, fait ce projet, surtout que parmi l'équipe non plus, on n'avait pas du tout de développeurs. Donc c'était un autre ami, qui aimait le projet, qui nous avait codé ça vraiment rapidement et codé encore c'était sur WordPress avec des plugins, avec un plugin, je pense que c'était encore Stripe à l'époque pour gérer tous les dons. Mais c'était quelque chose d'assez simple et on n'avait pas vraiment non plus de compétences techniques pour, faire développer et évoluer la plateforme. OK. Donc vous faites les vidéos, Mmh. vous les mettez sur le site internet et puis il y a pas grand monde qui donne, C'est si ça. j'entends bien? Il y a eu juste un événement assez drôle, c'est que on lançait notre premier projet, on s'était dit: «Bon, on va se préparer, on fait des bonnes campagnes marketing», mais à l'époque, on n'avait aucune idée de comment faire ce genre de choses. On sortait de l'université et on a lancé la campagne et bien évidemment, comme des fous, tu rafraîchis la page, de ton dashboard pour voir, si tu as des dons ou s'il y a quelque chose qui s'est passé et tout d'un coup, on voit qu'on avait déjà 30 000 francs collectés. On a Ouais. sauté de notre chaise, on se dit: «Ah, ça marche trop bien, trop positif» et ensuite, en regardant un peu la liste des donateurs, on s'est rendu compte que ça venait d'une personne et OK. que c'était en fait le père d'un des associés qui s'était trompé, peut-être lui que c'était mal fait, mais il voulait donner, je crois 300 et OK. trop de zéros dans Ah ouais. l'équation et c'est parti 30 000 qui sont partis sur le projet. Bien évidemment, on a trouvé une façon de le rembourser, mais voilà, on a cru qu'on avait ce aha moment où on allait tout casser et en fait, c'était pas le cas. OK. Donc, finalement, on n'a pas levé énormément de fonds pour les associations. Les projets ne recevaient pas assez de traction. Ouais. Donc, ce qu'on a décidé de faire, étant en Amérique du Sud, on avait entendu parler d'un accélérateur de start-up qui s'appelle Mass Challenge et ils lançaient leur première édition. On a ici, hein? C'est ça. Ouais. Ils lançaient en été 2016 à Renan leur Ouais. première édition. Et là, on s'est dit, bon, bah, top, c'est une parfaite opportunité. On veut être une start-up. Je pense qu'il faut qu'on fasse des changements pour que ça fonctionne, mais essayons. Et c'est là que justement cette personne, Raphaël, qui vivait encore en Suisse et qui étudiait, est allé faire les pitchs à Renan. Et on a été sélectionné pour Mass Challenge. Donc ça, c'était une grosse, grosse nouvelle. C'est pas comment, parce qu'on n'avait pas trop de traction. L'idée n'était pas si folle et innovante que ça, mais ils nous ont quand même pris pour cette première édition. Donc Tout le monde rentre? tout le monde Vous rentre, vendez une ouais. vanne là-bas? C'est ça, on vend le van, on rentre après 6 mois. Donc, en tout cas, on était parti en janvier, donc c'était quoi, juin, ouais, juin, juillet. On rentre en Suisse et l'accélérateur ouais, de Mass Challenge débutait, je crois, un mois après ça. OK. Donc, en fait, c'était cool parce que Mass Challenge, ça t'offrait des bureaux aussi, de Ouais. rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc, c'était une opportunité parfaite et enfin, très bon momentum et une transition parfaite avec OK. notre retour de voyage. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Ça prend pas. Bah là, en fait, en discutant, bah, Mass Challenge, leur promesse, c'est aussi de t'amener plein de mentors, plein de personnes qui peuvent t'aider à guider ton business. Et en fait, on a eu étonnamment un peu ça a pris plus avec certains des sponsors, on en a appris plus avec des entreprises ou en discutant avec certains sponsors, on s'est rendu compte que il y avait des besoins, surtout en Suisse, que ça existait déjà un peu dans le monde anglo-saxon, mais en Suisse, ça débutait où un certain besoin de s'engager sur des thématiques de RSE, responsabilité sociale en entreprise, et qu'il y avait certains challenges RH pour engager les salariés. Et que les plus jeunes générations, les millennials qui rentraient dans le monde du travail à l'époque, vraiment voulaient travailler pour un employeur un peu plus responsable ou en tout cas qui permettait aux salariés de s'engager. Ouais, Et c'est là que du coup on s'est dit, bah, en fait, quittons le B2C, quittons ce monde du fundraising et essayons plutôt de devenir un B2B SaaS ok, et de devenir vraiment cet intermédiaire entre associations et entreprises pour justement aider les entreprises et leurs salariés à s'engager. ok. Donc au tout début, vu qu'on a commencé en Suisse, qui était un milieu plus axé, disons, volontariat au mécénat, on aidait nos clients, nos premiers clients à plutôt que d'aller faire un team building où tu fais un bowling, tu irais plutôt avec ton équipe une journée au bord du lac enlever des plantes invasives. Ok, Ou tu irais, si on est par exemple à Lausanne, à la soupe populaire, servir la soupe ou un repas chaud aux personnes en état de précarité. Donc en fait, c'était vraiment mettre ton temps de travail plutôt que de faire un team building plutôt fun, de faire quelque chose qui fait du sens et qui généralement, pour l'entreprise, il y a un bénéfice parce que ça fidélise le salarié. ouais, Et le salarié aussi, ce sont des activités aussi très sympas qui créent pas mal de liens qui sont différents. ouais. Avec quoi comme modèle d'affaires? Tu parles d'un SaaS. Ouais. C'était quoi le modèle d'affaires? Donc, on est parti sur vraiment de la souscription pure basée sur le nombre d'employés. Ok, Donc, ça veut dire que si on signait un client et qui décidait de commencer avec son bureau de Genève, on basait notre prix sur le nombre d'employés, de salariés dans l'antenne genevoise. ok, Et on basait là-dessus notre prix mensuel, mais généralement, la plupart de nos clients avaient un contrat annuel. ok, euh, mais récurrente. ok. Et ça, comment tu le découvres que les entreprises sont prêtes à payer Mhm. pour en fait montrer à leurs employés quelles sont les associations à soutenir et puis donner du temps? Comment tu découvres que les entreprises sont prêtes à payer pour ça? Bah, c'était vraiment ces premières discussions avec certains sponsors de Mass Challenge. On voyait qu'il y avait il y avait un besoin et Ok, vraiment les thématiques RSE, et en anglais ça s'appelle CSR, ça explosait. ouais, Et on voyait en fait qu'en cherchant un peu, il y avait déjà quelques solutions bien établies, notamment le plus gros compétiteur qui s'appelait Benevity, ok. qui était nord-américain, qui travaillait avec des Microsoft, des Apple, des Nike. Sur le même modèle. Sur le même modèle. Donc on voyait qu'en fait, même si en Europe ça prenait peut-être un peu plus de temps à arriver, que c'était pas encore un besoin aussi poussé que ça, quand on allait voir les entreprises, euh, on arrivait vraiment dans ces périodes où les grosses entreprises commençaient à avoir des pôles RSE ou que du coup, des fois ça tombait en dessous des ressources humaines, que ces questions-là commençaient à être évoquées par les boards Ok, et qu'on commençait à rentrer dans tout ce qui était régulation autour de RSE, plus sur les thématiques environnement. Nous, on était vraiment plus sur la partie du RSE, sur la partie plutôt sociétale. ouais. Mais c'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait un intérêt. Et donc, SaaS, donc développement, software. Mhm. Pourtant, il n'y a toujours pas de profil tech, Ouais. ou bien si. Donc vraiment avec Mass Challenge, on s'est rendu compte et notre aventure justement en Amérique du Sud que il nous fallait, et ça c'était un gros défaut qu'on avait, que personne ne savait coder et que c'est indispensable quand tu fais une web app. Et du coup, on a cherché activement et on a trouvé notre premier codeur Ok, qui aussi a eu des parts, donc vraiment associé de la boîte, qui était un peu un génie de l'informatique dans la mesure où on a tout développé sur des technologies comme WordPress et PHP à l'époque. Mais en fait, ce qui était impressionnant, c'est qu'il arrivait à pondre un nombre de features impressionnant très rapidement. ok, C'était pas la stack la plus solide du monde et que si jamais on devait arriver à une centaine de clients, ça pourrait poser des problèmes.
Mais en fait, la vitesse d'exécution nous a permis d'avoir rapidement des MVP Ok. qu'on pouvait présenter aux prospects. On a cherché un dev. Concrètement, tu fais comment? Tu vas distribuer des tracks à l'EPFL? Tu fais comment? Ouais, je crois qu'on essayait à travers le réseau EPFL, on essayait de voir à travers LinkedIn. Euh, je crois bien que pour Aurélien, ce développeur, c'était à travers un contact ou une Ok. connaissance. Et du coup, ça s'est fait. On a tout de suite eu un match. Mais sauf erreur, je crois qu'on a posté un peu sur différents sites Ok. un peu traditionnels. Il était senior, il était junior. Ouais, il était plus senior. C'était un Ok. peu, il faisait un peu de tout dans ses anciennes boîtes. Il pouvait faire du front-end, il faisait du back-end. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui avait plein de capacités et de qualités et qui faisait un peu de tout très Ok. rapidement. Ce qui vous allait bien à Ouais, ce c'est moment-là. ça. Et vous l'avez payé avec des parts, tu disais. C'est ça. Donc, il est rentré dans le capital. C'est à ce moment-là où on était cinq. Gentiment, en fait, sur ces cinq, avec lui, ça faisait six. Deux, en fait, nous ont assez rapidement quittés parce que c'est vrai qu'au début, bah, on donnait des parts et chacun avait des parts dans la société, mais on ne pouvait pas se payer. Ouais. Quand tu fais un B2B SaaS, surtout à l'époque, tu n'avais pas d'opportunité de recevoir des grants ou d'aide de Ouais. l'État, d'aide d'une Fit Digital n'existait pas encore. En fait, tout l'écosystème à l'époque n'aidait pas trop les startups qui ne sortaient pas de Qui n'était pas deep l'EPFL, tech, ouais. ouais, ou qui n'étaient pas deep tech. Donc en fait, pour nous, tant qu'on n'avait pas de revenus, on ne pouvait pas se payer, mais surtout tant qu'on n'avait pas de revenus, on ne pouvait pas lever des fonds pour Ouais. se payer. Et du coup, en fait, on était vraiment dans l'incapacité de se payer au début. Ok. Et c'est là que enfin, cette personne, Aurélien, a accepté d'avoir des parts. Je crois qu'il a aussi eu un deal avec le chômage. Il t'aide si tu lances Ouais. une entreprise. Donc, ça a permis, mais pour les deux autres associés qui sortaient de l'université sans salaire, ça a un peu coincé. Donc, ils ont malheureusement dû quitter l'aventure avant qu'on ait pu signer nos premiers clients et Ok. vraiment développer cette plateforme. Ok. Vous développez la plateforme, il y a un peu de traction. Mhm. Et là, il y a un événement, il y a un autre concurrent dans la région qui fait plus ou moins la même chose. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, donc c'était assez drôle. Donc, ça faisait. Et je te coupe, pardon. Le nom Ouais, de votre boîte à l'époque, donc ouais, Share a Dream. c'est ça, Share Dream à Ok. l'époque, ça s'appelait. Et donc, ouais, en tant que Share Dream, on avait fait l'édition Mass Challenge de 2016, donc sur été 2016, sur 3 mois. Et après l'édition de Mass Challenge, en fait, on avait eu accès à leurs locaux. Ce qu'ils voulaient vraiment créer avec Mass Challenge et les ateliers de Renan, c'était tout un hub startup. Donc, on avait eu l'opportunité, pour un coût très très réduit, d'avoir des bureaux dans le bâtiment. Donc, on était littéralement au deuxième étage, Mass Challenge étant au troisième. Et on apprend à travers une de mes en fait, de très bonnes amies d'enfance qui avait rejoint cette startup qui s'appelait Opidop et qu'on avait commencé à croiser sur certains de nos deals où bah, c'est généralement comme ça que tu découvres que tu es un compétiteur, c'est que ton prospect dans la phase de vente te dit ah bah, je suis en train de vous comparer avec une autre solution et ce nom de Opidop revenait de plus en plus. Et étant donné que le marché suisse, à l'époque, n'était pas encore très développé sur le sujet, on avait plus ou moins les mêmes cibles. Donc, les banques genevoises, des grosses sociétés, des Nestlé, enfin, plutôt des grosses entreprises. Donc, rapidement, on s'est rendu compte qu'on parlait aux mêmes prospects et que du coup, ils nous comparaient, que des fois, on gagnait un deal, des fois, ils gagnaient un deal. Donc, ça commençait à ralentir un peu notre croissance. Et ils venaient d'être acceptés à la nouvelle édition de Mass Challenge, donc de 2017. Et ce qui était très drôle parce que ils sont venus dans les bureaux. Euh, Étant donné qu'ils étaient un peu basés plutôt à Genève, ils venaient pas tous les jours au bureau, mais on était littéralement dans le même bâtiment. Ouais. Il y avait ces anecdotes assez drôles où là, les imprimantes étaient au troisième étage et quand on imprimait un nouveau contrat pour un client, on allait courir au troisième pour Faut pas qu'il essayer voit. de prendre le contrat sans qu'il voie. Enfin, dans tout cas, elle l'aurait pas fait, mais c'était un peu ces images-là. Donc, au début, quand tu ne sais pas t'y prendre et comme on t'a un peu appris, même à l'école ou autre, c'est la concurrence, il faut s'en méfier. Je trouve qu'on parle pas assez de collaboration avec tes compétiteurs. C'est plutôt, voilà, Ok. compétiteur, fais attention Mm. et s'en méfier plutôt. Et c'est ce que vous faisiez au début? C'est ça. Au début, on s'en méfiait, mais très rapidement, je pense de par notre industrie, qui même si on était une for profit, notre but était de générer du revenu et à terme de lever des fonds et de grandir. Étant donné qu'on est sur ce sujet-là,
Je trouve qu'il y a un peu plus de collaboration qui peut se faire. Le fait qu'on avait une très bonne amie qui travaillait chez eux, elle nous a fait une première introduction. OK. On avait aussi des mentors, en commun. Je ne sais pas si c'était à Genilem ou à travers un autre organisme, mais qui nous ont aussi mis en contact et on a très rapidement commencé les discussions. OK. Et, Quelle sorte de discussion? donc, bah, au début, c'était vraiment juste apprendre à se connaître et de voir un peu, nous, notre équipe, donc on était 4, eux, ils étaient 3 plus une personne qui était en stage et on a un peu commencé à comparer les profils. Eux, sur les Mais 3. tous ensemble à table, «Ah bah, vous êtes comment?» ou tu essayes de poser des questions à ta pote: «Ah mais, est-ce qu'ils ont un dev? Comment vous faites Ouais, c'est ça?» au début à travers, ouais, vraiment des intermédiaires, OK, mais après une fois qu'on s'est vu sur un événement Mass Challenge, le courant est bien passé OK, et malgré si on les voyait encore comme des compétiteurs, on a commencé des premières discussions, et à travers, ouais, un mentor commun qui nous a vraiment dit: «Mais en fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vous faire la guerre sur un petit marché ou est-ce que vous voudriez pas commencer certaines discussions pour voir comment vous pourriez travailler un peu plus ensemble?» OK, Et c'est là qu'on a débuté les premières conversations. Généralement, quand tu passes par une phase de fusion ou même d'acquisition, il y a une première phase où tu te mets d'accord sur qu'est-ce que tu partages. ouais, Donc, nous, c'était vraiment au niveau, voilà, quel est notre revenu, quels sont un peu nos coûts, quelques logos de clients qu'on a. ouais, Donc au début, c'était vraiment très, très light. Lui, il faisait de même. Donc on avait des Excel où on comparait un peu des données ouais, pour essayer de se faire en fait une idée de, et c'est très dur de valoriser une startup à cette époque-là, mais qui vaut le plus et qui est le plus grand ouais, des 2. Et c'est là qu'on a commencé en fait vraiment ces premières phases-là. Et généralement, après avoir fait ce premier partage qui est bien évidemment sous un NDA, mais bon, finalement NDA tu le signes, mais après tu as les infos, donc tu en fais un peu ce que tu veux, mais tu es censé ne pas disclose ces informations. Mais bon, vu que le concurrent les a, c'est entre guillemets ouais, celui que tu ne veux pas qu'il y ait ces informations. Donc tu partages un minimum, tu essaies d'anonymiser certains noms de clients, tu leur dis juste voilà le revenu qu'on a en tout, voilà le revenu par client, et cetera. Déjà partager quand même des chiffres que tu ne ferais pas d'habitude avec un OK, concurrent. Et une fois qu'on a vu qu'il y avait plus ou moins un alignement, que les 2 entreprises, les 2 startups, je crois que nous, en tant que Shareholder, on va aller un peu plus parce qu'on avait signé un gros, gros contrat. Et en fait, à cette époque-là, j'ai oublié de le mentionner, mais on avait déjà, levé un round avec des business angels. OK, Lui, il avait fait un petit round avec des friends and family, OK, mais on avait levé davantage. Et du coup, tout ça nous a dit: «Bon, bah, voilà, on ne sait pas encore, vu qu'on n'a pas regardé plus en détail sur les chiffres, signons un LOI qui est une Letter of Intent, où on est d'accord d'aller un peu plus dans cette phase de due diligence, où on analyse, chacun l'autre entreprise et au fur et à mesure, on partage de plus en plus, d'informations, dans le but d'arriver à une fusion». OK. Dans le but d'arriver à une fusion, OK, sur le papier, Mmh. ça c'est joli, Ouais. mais en fait, tu es dans quel état d'esprit? Tu te dis: «Non, non, moi ce que j'ai fait, c'est mieux, ça vaut mieux, donc je vais les bouffer et comme Mmh. ça, je veux fusionner, comme ça ils dégagent» ou bien: «Ah bah non, seul on va vite, ensemble on va loin». Enfin, c'est quoi le mindset dans lequel vous êtes? Bah, là, c'est vrai qu'on était plus dans un mindset que, de faire en sorte que ça marche. OK, Mais bien évidemment, étant entouré de différents, on avait un parent entrepreneur qui nous suivait aussi, dans des associés. On avait pas mal de gens autour qui nous donnaient pas mal d'avis, contraires. OK. Je pense intrinsèquement, on avait l'impression que c'était la bonne décision, mais on l'avait jamais fait et on savait pas ce que ça allait donner. Et peu de gens l'ont fait quand même, des C'est Simpsons, ça, enfin, ouais. Et surtout, bah, le monde des startups, on sait qu'on lève des fonds, on valorise une startup, mais les multiples changent. Enfin, il y a plein de critères et on sait que quand une startup a été valorisée à un certain montant, c'est jamais le montant, si jamais elle devait être vendue, ouais, qui va être c'est pas le montant réel, en fait, c'est un montant, sur une valeur future. Donc c'était très dur de valoriser. Vu qu'on avait exactement le même business model, je pense que ça a facilité les choses parce qu'on pouvait vraiment mettre carte sur table. Voilà, nous, on a ça en ARR, donc récurrent, les montants récurrents qu'on recevait annuellement de nos clients. Lui, il avait ce montant-là. Je crois qu'on voyait qu'on était un peu au-dessus. On avait levé des fonds, donc niveau cash, je crois qu'on avait un tout petit peu plus. Et l'un dans l'autre, dans toutes les discussions, basées aussi sur les profils qu'on avait de chaque équipe, on est arrivé sur un split et j'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble qu'on avait un tout petit peu l'avantage
Et en fait, c'est juste les deux entités ont fusionné. Ok. Et pour faire simple, si tu avais 20% de la boîte avant fusion et que, si disons que ta startup c'est 50%, l'autre c'est 50%, bah, tu te retrouves après à 10%. Ok. Mais donc, c'est tous les calculs qui sont rentrés en jeu et on est allé de l'avant pour la fusion. Tu as dit que vous aviez fait un seed avec enfin, des business angels. Ouais. Vous leur en parlez de cette possibilité-là? Ils vous disent surtout pas, ils vous disent c'est génial, ça a des risques. Mhm. Qu'est-ce qui est. Comme tu le dis, c'est assez rare. Donc, on avait vraiment plein de conseils différents. D'autres qui disaient, faut faire attention, prenez les infos, mais après continuez seul. Ou d'autres qui étaient là, bah, pourquoi pas, si ça peut permettre de grandir plus rapidement. Donc, nous, étant donné qu'on était assez sûr que la fusion pouvait marcher, on a vraiment essayé de pousser. Et généralement, les business angels à ces stades-là te suivent, hein. C'est que à partir du stade, je dirais, où c'est des investisseurs professionnels, des VC, où ils sont vraiment des avis très tranchés Mhm. et ils peuvent mettre un veto ou un no-go. Là, c'était une fois qu'on a pu leur présenter les chiffres, l'opportunité sur le marché. Et surtout, ce qui était dingue, c'était que ça soit Opidop ou Share Dream, on avait des ambitions européennes et internationales Dès le début. dès le début. Et qu'en fait, le marché suisse était assez lent à développer parce qu'il fallait énormément éduquer. Ouais. Et quand tu éduques le marché, c'est bien parce que tu fidélises plus rapidement, mais les Ouais. cycles de vente sont très très longs. Et du coup, en Ok. fait, on s'est dit, bah, allons dans d'autres pays où il y a déjà plus Ok. de solutions qui existent, mais que le marché soit aussi un peu plus prêt. Ok. En fait, tout ça a amené à cette fusion. Ok. Et donc la nouvelle société qui s'appelait. Alaya. Et par rapport à ça, donc vous avez deux technologies, Ouais. enfin Mhm, ouais, enfin deux plateformes, mhm, deux modèles comme, enfin deux funnels de vente, et mhm. puis vous en faites un seul. Ouais. Vous prenez le meilleur des deux, vous en prenez un des deux, vous abandonnez l'autre. Ouais, sur le Ça se côté fait. technologique, il y a eu pas mal de débats parce que, enfin, développeurs sont quand même des gens assez fiers Ouais, de leur techno. Donc, il y a un peu eu des compétitions entre quelle est la meilleure stack. Donc, nous, comme j'ai dit, c'était vraiment une solution où bootstrapé. Bootstrap, on allait très, très vite. Mais la solidité du modèle et l'architecture, au bout d'un moment, c'était un peu un château de cartes. Ok, Alors que de l'autre côté, ils étaient peut-être un peu moins rapides sur le développement, mais ils avaient déjà deux développeurs plutôt que nous, on en avait un. Et ils avaient vraiment bossé sur l'architecture. Ils avaient pris une stack, on va pas rentrer dans tous les détails, mais React, Node.js, donc où vraiment ils avaient bossé sur robuste. l'architecture pour que ça soit robuste et que ça soit là pour le scale. Ok, Donc on est très rapidement arrivé à la conclusion qu'il fallait prendre plutôt la plateforme d'Opidop, leur ouais, technologie. Mais c'est là qu'on est entré un peu dans une phase où bah, nos clients actuels ont des fonctionnalités qu'ils aiment, qu'ils apprécient, tant que la plateforme nouvelle Alaya, mais ouais, la stack Opidop n'intègre pas ces fonctionnalités, on ne peut pas vraiment transférer les clients. Donc pendant un moment, on a vécu en fait avec deux plateformes. ouais. Double support. Ouais, c'est ça, double support. Et moi, je m'occupais vraiment sur beaucoup de cette partie relation client, donc c'était assez compliqué, mais ça nous a permis qu'une fois qu'on a fait le transfert, les clients savaient que c'était une nouvelle techno, mais s'en ont presque pas rendu compte parce Ok, que on a gardé un peu les designs. Notre développeur qui était sur ShareDream à la base, et étant donné qu'il était très bon aussi en front-end, en design, web design, en fait, c'est lui qui a repris tout le design de la plateforme Opidop. ok, Et du coup, en fait, il a pu faire en sorte que le client qui passait de ShareDream au nouveau Alaya. Certes, il y avait un nouveau branding, ouais, mais c'était un peu dans la même lignée ok. d'expérience utilisateur. Ok. Donc pas la même tech, mais par contre la même C'est valeur. ça, c'est ça. Et avec les Ok, mêmes fonctionnalités et que même que le client voit que ça a augmenté parce qu'il a plus de fonctionnalités. ok. En termes de gouvernance, Mhm. parce que vous étiez déjà beaucoup, hein, Ouais, vous étiez quatre ouais, associés, ouais, eux ils étaient trois, tu nous as dit, ça ouais, fait sept si je compte ouais, bien. ouais. Ouais, c'est sûr. Bah, ça, c'est vrai que nous, on est vraiment pas. Je sais que généralement, on recommande quand on lance une startup, 2 voire 3, c'est vraiment les chiffres magiques. Nous, on était énormément. Mais de base, ouais, un peu notre mode un peu plus communautaire, le fait qu'on ait eu des fusions. Donc, Ok, c'est vrai que ça a toujours été très intéressant, la gouvernance. Et il y a eu énormément de changements. Des fois, certaines personnes prenaient le lead. Après, ça a changé. Il y a eu des départs. Donc, ça a énormément évolué. Mais je dirais qu'au moins, le fait d'être autant, ça nous a permis dès le début de se spécialiser. ok, Et ça, c'est ce que j'aime dire même à des startups avec lesquelles je travaille qui commencent, c'est assez rapidement. C'est bien que vous soyez informé sur tous les sujets, que vous appreniez sur tous les sujets. Vous spécialisez, en fait, ça vous amène à un niveau de compétence où vous allez beaucoup plus vite. ok, Et du coup, moi, c'est vraiment, par exemple, j'ai pris
tout ce qui était un peu finance, opération et relations clients. Et je me suis vraiment spécialisé là-dedans. J'ai vraiment geeké sur le sujet. J'ai appris énormément et je suis devenu assez expert sur ces sujets-là. Principalement la partie client success parce qu'au tout début, sur la partie finance, qu'on se le dise, c'est plus de la compta et tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Mais du coup, on a vite eu des pôles. Les 3 lead développeurs sont restés vraiment dans le développement, mais il y a toujours un des associés qui a commencé à prendre le lead sur tout ce qui est produits et technologie. Ouais. Ensuite, on avait un autre qui s'occupait plus de la partie vente, un autre de la partie marketing. Donc, on a tous commencé à avoir, en plus des sujets de fondateurs que tu discutes en groupe, il y a vraiment eu des spécialisations. Ces sujets de fondateurs dont on discute en groupe, c'est Ouais. quoi? C'est une fois par année, on fait un stratégie meeting à l'extérieur ou c'est tous les lundis matins? Non, généralement, on essayait tous les lundis matins, en tout cas, d'avoir un meeting tous ensemble. On parlait OK, souvent plus d'opérationnel, mais après, selon les stades, dès que tu lèves des fonds, bien sûr, il faut avoir plus de meetings. OK, Ça dépendait un peu des stades. OK, Nous, il y a une chose qu'on a fait, on s'est inspiré un peu sur Microsoft. Une fois par année, on faisait ce qu'on appelait une Think Week. Et OK, en fait, c'est on louait un chalet, généralement au début d'année, et tu te poses avec tout le groupe, et c'est 3 jours uniquement de stratégie. OK. Et je trouve que c'est très important parce que souvent, quand tu es dans le jus et dans le day-to-day, c'est opération, opération, un problème avec un client, une fonctionnalité qui va pas, on réagit et c'est toujours comme les analogies du pompier pour un entrepreneur où c'est constamment éteindre des feux et d'avoir 3 jours qui sont bloqués vraiment pour faire de la stratégie, la vision, quelles sont les fonctionnalités qu'on veut développer, comment on dessine la roadmap pour l'année, où est-ce qu'on veut aller, quel marché, et cetera. Ça, c'était vraiment très, très important et ça nous a vraiment permis de vraiment zoom out OK. et d'être beaucoup plus, stratège. Et après, par nature, en fait, les 3 personnes qui étaient plus sur le développement s'impliquaient un peu moins dans la vie de fondateur. Donc au final, Ouais, on n'était plus que 4 et OK. après on n'était plus que 3. Ça a pris combien de temps entre le moment où, vous faites ce premier meeting, où vous dites enfin, tu as signé ton NDA, jusqu'à la première, comment tu l'appelais? Weekly? Non, quand Heu, vous sortez pour aller quand vous louez le Think chalet? Week. Think Ouais, Week, ouais, c'est merci. ça. Il se passe combien de temps entre, le premier Think Week et puis, Bah, NDA? donc, si on revient, donc, quand Share Dream a rejoint Mass Challenge, c'était en été 2016. Ensuite, été 2017, OPDUP rejoint le Mass Challenge. On commence les discussions. Ça prend un peu de temps, toute cette phase-là, ça dure 6 mois. Et la date de fusion officielle et d'incorporation d'Alaya SA, c'est en janvier 2018. OK, Et à partir de là, on commence rapidement à mettre tout ce qui est Think Week et mutualiser les plateformes. Donc ça avance dès 2018, on OK, progresse et on rentre tout de suite dans le jeu. Ouais. OK. Je crois qu'on a même, ouais, on a même lancé la fusion avec une Think Week pour toute la partie aussi nom, logo, Ouais, rebranding. Donc on avait même, c'était sympa, on avait des stagiaires de chez Créa qui est une école à Genève de design, qui sont venus nous aider. On a fait toutes des sessions sur le branding, sur enfin, c'était vraiment une occasion de faire un vrai reset des deux ouais, solutions, de se dire, bon, voilà, quels sont nos clients types, comment on veut se positionner, quel est notre branding, notre image de marque et de vraiment faire cette première session. Et depuis, on a gardé le rituel annuel. Chaque année, une fois par année, on se retrouvait OK. pour faire ces Think Week. Et tout de suite après, donc, je dirais le 1er semestre Mhm, 2018, mhm. tout va bien, tout de suite ça grandit? Ouais, bah en fait, étant donné qu'on avait déjà des clients sur chaque plateforme, Ouais, qu'on avait déjà des cycles de vente qui tournaient et qu'on continue à vendre, en fait, ça ne s'est pas arrêté. On OK, a continué un peu business as usual. C'était juste qu'on a dû travailler sur cette stratégie de, voilà, il n'y a plus qu'une plateforme. ouais, Comment on ajuste peut-être notre vente avec le nouveau branding, le nouveau logo, nouveau nom, et qu'on fait comprendre aux clients actuels, mais aussi aux prospects qu'on a fusionnés. ouais, Donc c'était une bonne opportunité parce que la fusion, ça fait quand même un peu de bruit dans les médias, donc ça ouais, permet un peu d'en parler et puis ça crée aussi un peu de visibilité. Mais non, on a vraiment continué un peu OK, business as usual avec toujours le même objectif de grandir. ouais. À Et l'international aussi, pas qu'en Suisse? c'est ça, grandir à l'international, commencer aussi à envisager une levée de fonds sous le nom D'ailleurs, d'Alaya. Donc commencer à préparer les discussions, mais surtout avoir de meilleurs chiffres de revenus OK, pour lever des fonds. En B2B SaaS, généralement, si tu n'as pas assez de revenus, tu lèves pas de fonds ouais, et
la valeur de ta levée de fonds et ta valorisation est basée sur souvent ton ARR, qui est Ouais. le Sur chiffre le multiple clé. de 10 qu'on C'est a ça. souvent. Ouais. Et Et là, je sais pas si tu peux nous dire un petit peu où vous en étiez en termes d'ARR ou pas forcément. j'ai plus tous les chiffres en tête, honnêtement, mais je Pas de pense souci. on n'était pas, pas très élevé. On devait être à 100 ou 200 000 d'ARR. Ok. Ouais. Et quelque temps plus tard, et vous aviez un gros concurrent à l'international, Benevity, C'est ça. et vous commencez un petit peu à aller sur ces plates-bandes, ou comment ça se passe? Bah, on s'inspirait beaucoup de ce qu'ils faisaient, même quand on a fait le rebranding d'Alaya, on regardait beaucoup et on faisait beaucoup de veille pour se rendre compte un peu quel positionnement ils avaient, comment ils vendaient. Et je dirais pas au début, vraiment en 2018, c'est vraiment continué un peu sur la Suisse. On a débuté en fait aussi un peu à développer le marché français. On a même un des associés qui est parti à Paris pour essayer de développer le marché français. Donc je dirais au début, on était vraiment Suisse-France Ok. sur l'année 2018 principalement. Et c'est vraiment en 2019 où on a commencé à regarder peut-être d'autres marchés. Est-ce que les UK, ça marcherait pas plus, étant donné que c'est quand même un pays anglo-saxon, qu'ils ont la culture du don. Ouais. En Angleterre, ils adorent faire des fundraising. Par exemple, tu participes à une course, tu fais un fundraising et tes amis peuvent te soutenir Ouais. et soutenir une Oui, c'est ça. association. Donc, en fait, en étant en Suisse, et en France, c'était vraiment plus axé mécénat de compétences, volontariat. Donc, soit tu donnes tes compétences ou ton temps pour soutenir une association, mais moins financier. En Suisse, les dons, c'est vraiment peut-être une fois par année. Les banques adoraient faire ça. Je mets un gros chèque une fois par année pour ma défiscalisation d'impôts, pour avoir fait ma bonne action annuelle, mais c'était moins récurrent. Ok. Alors que là, quand tu regardes les marchés nord-américains ou en Angleterre, c'est plein de petits dons, mais c'est souvent Ouais. pour plein d'occasions. Donc en fait, c'était vraiment d'autres modèles. Mais on s'est beaucoup inspiré de Benevity et essayé de commencer à rivaliser avec eux. On montait aussi un gamme, plus le produit s'améliorait, plus on pouvait aussi aller sur des gros clients. Ok. Au début, tu vas en signer, même si c'était des banques et ça restait des gros clients sur la place genevoise, ça restait des petits clients par rapport à ce qu'on pouvait signer. Ouais. Et ensuite, on a pu monter vraiment sur des deals de plus en plus grands. On parlait des Nestlé, des Givaudan, des Firmenich, vraiment des boîtes qui sont vraiment beaucoup plus grosses et qui ont un impact international. Donc en fait, de par le fait qu'on signait, même si je pense qu'on était principalement sur des entreprises avec un siège en Suisse ou en France, Ok. ça restait pas mal de ces boîtes étaient internationales. Donc en Ouais. fait, ça nous forçait à commencer à développer notre offre internationale. Ouais. Donc des clients, même des banques genevoises qui ont un bureau à Singapour, s'attendaient qu'elles puissent faire du volontariat à Singapour ou donner à Singapour. Donc en fait, on a dû devenir assez global de Ok. nature. Et c'est ce qui nous a vraiment permis de vraiment atteindre ce marché international et commencer à signer peut-être une entreprise avec un siège à Londres, mais international. Ouais. On avait du mal, on n'avait pas encore signé à ce moment-là sur 2018-2019 et peut-être ça commençait un peu en 2020, mais signer des entreprises avec un siège aux États-Unis, ça on avait un peu plus de mal étant européen. Mais étant donné qu'énormément d'entreprises européennes avaient des bureaux aux États-Unis, on commençait à toucher ce marché Ok. gentiment, Donc assez vite, vous directement. devenez global quand même, parce que C'est en ça, 2, 3 ans, tu ouais. as déjà une offre internationale. Et du coup, vous vous retrouvez assez vite en compétition, j'imagine, avec Benevity. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, en fait, on a eu besoin, je sais plus si c'était 2019, je crois qu'on a fait à l'époque, ça s'appelait Serie A, Ok. parce qu'en fait, nous, chez Redream, en seed, maintenant, ce serait même un pre-seed, mais on a levé 250 000. Ok. Et ensuite, en tant qu'Alaya, notre Serie A, on a levé 2 millions. Ok. Donc, c'est là où on est vraiment passé par ces phases où nous, c'était sûr, en fait, c'était speed et scale. Et la seule façon de le faire, c'est passer par du venture capitaliste, Ok. venture capital et par des investisseurs professionnels. Donc, c'est vraiment là où on s'est dit, bon, bah, je sais que plein d'entrepreneurs veulent faire en grosse organique et c'est souvent le gros débat, grosse organique ou scale vraiment Ouais. très rapide. Mais dès que tu prends le chemin du VC, tu sais que tu n'en reviens pas. Donc, c'est une Ok. direction et dès que tu pars là-dedans, Et ça, vous le c'est saviez accéléré. déjà? Oui. Ok. Mais en fait, on le savait par notre modèle d'affaires où, en fait, notre souscription nous permettait pas de couvrir tous nos coûts. Il n'y avait pas toutes ces technologies comme aujourd'hui avec de l'IA qui permettaient d'être ultra efficient, ultra efficace. Donc, en fait, et le modèle, disons aussi, on était dans d'autres périodes économiques où le cash coûtait rien. Emprunter, ça coûtait presque rien. Les taux d'intérêt étaient super bas. Donc,
il y avait beaucoup de cash dans le monde peut-être private equity, mais encore plus du Du venture, VC. ouais. Il y avait beaucoup d'argent et du Ouais. coup, il y avait plein de fonds qui se créaient et beaucoup d'argent à investir. Donc, dès le moment que tu avais une croissance intéressante et des bons chiffres, tu pouvais lever des fonds. Même si c'était long, on a passé énormément de temps sur les levées de fonds. Mais en fait, cette série A de lever ces 2 millions, ça nous a vraiment débloqué pour se dire, bon, bah, maintenant, on commence à recruter. On commence à partir plus à l'international. On a même ouvert un bureau à Barcelone. Ok. Donc c'est là où on s'est dit, bon, bah voilà, on passe d'une petite team qui depuis avait un peu grandi, mais 5, 6, 7, Ouais, que des founders c'est presque. ça, à quelque chose de vraiment plus gros et vraiment de passer en mode, voilà, scale, on recrute, on a des VC derrière, on a levé 2 millions, ça nous laisse un certain runway, donc on a assez d'argent dans le compte en banque pour plusieurs mois Ouais. et on peut vraiment mettre les bouchées doubles sur la vente, le Ok. marketing et accélérer. Les VC qui viennent vous baquer à ce moment-là, c'est des VC suisses, c'est des VC internationaux? Ouais, que du Suisse. En Ok, tout, on en c'est a, rare. bah, ouais, bah, en Suisse, malheureusement, je pense, suisse romande, hein, la plupart étaient à Zurich, Ok, qui reste quand même une des places financières pour les startups, on va pas se mentir. Et donc, c'était que du Suisse, ouais. ok, Donc, cool, bravo. ouais, trois VC et un family office à Ok. Zurich. Et donc là, vous pouvez commencer ouais, le développement à l'international. Vous vous retrouvez, j'imagine, de plus en plus dans les mêmes deals que Benevity. Et puis, quelques temps plus tard, il se passe quelque chose avec eux. Ouais, bah, on commençait à être assez agressif. On a commencé à gagner nos premiers deals nord-américains avec un siège en Amérique du Nord. Ok, À l'international, en fait, à chaque fois qu'on était en compétition contre Benevity, de par notre présence internationale avec nos premiers clients, on gagnait assez souvent dans les appels d'offres. eux, ils étaient qu'aux US ou... En fait, ils étaient vraiment en Amérique du Nord, mais étant donné qu'ils avaient une stratégie où ils étaient vraiment sur les tout gros clients, Ok, ils accompagnaient leurs clients à l'international, mais Benevity a toujours eu plus l'angle du don. d'accord. Donc Benevity, en fait, c'est maintenant, pour vous donner quelques chiffres, je pense par année, il y a 3,2 milliards de dollars qui passent à travers nos fondations en dons. Ok, Donc c'est vraiment une énorme machine de dons et vraiment toujours très spécialisé sur le don qui était aligné avec la culture nord-américaine. ouais, Mais parfois, ils avaient du mal sur des deals vraiment plus internationaux où ces entreprises voulaient peut-être plus d'impact pour faire du volontariat et avoir plus d'opportunités et plus d'accompagnement sur le volontariat. Et nous, c'était vraiment notre force, notre ouais, spécialisation. Et ça nous permettait de gagner pas mal. Et le fait qu'on était encore vraiment une petite start-up, qu'on allait vite, qu'on développait, bah, bien évidemment, on faisait des promesses qu'on n'était pas sûr de pouvoir tenir. Et Benevity étant plus gros, ils étaient déjà peut-être 700, 600 à l'époque. Et en fait, c'était vraiment un plus gros bateau, donc ils avaient un peu moins d'agilité. Donc ouais. en fait, ça nous a permis de gagner pas mal de contrats. Et c'était en octobre 2021. Donc sur cette année 2021, Benevity, je crois que c'était en janvier ou février, a eu une annonce choc sur le milieu parce qu'il venait de passer en unicorn, Ok, donc une valorisation d'1 milliard. Donc généralement, quand une entreprise passe unicorn dans une industrie, c'est plutôt bon signe pour l'industrie. Ça veut dire ouais, qu'il y a quand même pas mal de fonds qui arrivent. Et en effet, on voyait quand même beaucoup de compétiteurs émerger et pas mal de solutions qui commencent à exister. Et généralement, en fait, quand une entreprise passe unicorn et a autant de cash, généralement, leur meilleure option, c'est d'acheter pour ok, je grandir vois. Ouais. plutôt que de recruter. Et c'est là qu'en octobre, en fait, 2021, on a le fonds de private equity qui avait aidé Benevity à passer en unicorn, qui nous contacte et qui nous dit, bah voilà, Benevity sont impressionnés par ce que vous faites à l'international et ils aimeraient engager une conversation pour potentiellement amener un rachat. Ouais. Et donc c'est là que toutes les premières discussions se sont amorcées. Et puis je pense que l'expérience qu'on avait eue avec cette fusion nous avait déjà aidé, mais là c'était un tout autre niveau. C'était clairement un compétiteur plus gros. C'était pas d'égal à égal. Là c'était vraiment David contre Goliath. Donc on était les petits et on se faisait approcher par le gros concurrent pour nous faire acheter. Et du coup c'est là qu'on est passé à travers toute cette phase de due diligence. Ça a été un peu le même processus que pour la fusion, où on a fait en fait tout ce qui est, on a partagé quelques chiffres. Bah, cette fois, c'était pas avant, c'était vraiment Sheridan partageait ses chiffres au PIDOP. On comparait, là, Ouais, c'est que dans un donne-moi tes sens. chiffres. Ouais. Là, c'est que dans un sens, donc il y a toujours le risque d'un compétiteur. Est-ce qu'il peut pas avoir tes chiffres et les utiliser contre toi? Mais voilà, Ça, vous avez eu peur de ça?
On a eu un peu peur de ça, surtout qu'on était dans une phase où on allait entamer la série B. On voulait lever 8 millions, donc Ok. vraiment passer à un autre stade. Et vu que Benevity est arrivé à ce moment-là, on s'est dit: «Bon, bah, c'est un bon timing». Mais en termes de ressources, vu que le business doit continuer de tourner, tu peux pas forcément informer les équipes de ce qui se passe, pas pour l'instant, parce que si jamais ça se fait pas, bah, il y a des Ah, grosses déceptions qui sont générées. Donc en fait, on n'avait pas le temps pour faire une série B et ce processus d'acquisition. Donc on ok. a dû choisir. On est de toute façon on a commencé certaines discussions, on a partagé quelques chiffres, mais pas trop. Ce qui nous a amené à une letter of intent où ils nous ont dit: «Bah, basé sur les chiffres que vous nous avez donnés, on vous valorise à tant et on vous propose de vous racheter à tant», Ok. avec quelques clauses où ils disaient déjà: «Bon voilà, aux conditions suivantes». Généralement, Ouais. c'est ça la letter of intent. Si les 2 parties sont d'accord, on va de l'avant. Ce n'est engageant en rien une letter of intent. Tu peux la faire et Ah, tout d'un coup après te dire: «Non, finalement, on vous achète pas». Mais au moins, ça met au clair déjà quelques chiffres et toi, ça te donne les bons est-ce que c'est des bons signaux, des bons indicateurs pour aller de l'avant ou pas? Et c'est là qu'on est rentré, du coup, on a accepté. Les 2 ont signé, on est rentré dans cette phase de due diligence ok. qui a duré quand même, 3 mois. Ok. 3 mois ultra intenses, très enrichissants, mais c'était une vie de dingue. Le jour, tu un peu comme, à la Batman, le jour, tu, travailles pour ta start-up et tu prétends que tout va bien et tu continues de grandir et tu agis normalement en face de tes salariés. Le soir, c'est plus vu qu'ils étaient basés en Amérique du Nord, au Canada, tu travaillais sur le due diligence, tu travaillais sur des présentations et cetera. La due deal, elle est plutôt sur la tech, elle est plutôt sur les clients, elle est plutôt sur l'équipe, c'est quoi? C'est vraiment de tout en fait, à la fin et ça reste encore court de ce que j'ai entendu, le but ultime d'une due diligence, c'est de créer ce contrat qui s'appelle Sales Purchase Agreement, qui est un SPA, qui au final, nous, c'est environ 110 à 120 pages de droits et de clauses. Donc c'est vraiment ils analysent, tout, Ouais. tout, tout, tout et le nombre de je crois qu'on avait compté, je crois qu'on a dû produire environ 150 docs entre des Excel, des Ouais. présentations. Donc c'est vraiment ils analysent toute ta partie du business Ouais. et c'est vraiment ils appellent différents exécutifs de Benevity pour analyser différentes parties. Bien évidemment, tu passes beaucoup de temps avec le CFO et la CEO, mais typiquement, moi, quand je présentais notre stratégie relation client, bah, j'avais, celle qui s'occupait du client success en Ouais. face, qui venait challenger. Donc vraiment, ils font une analyse de tout, de toutes tes finances, de toute ta tech. Donc, ils sont même venus un moment à Genève avec leur Ah CTO et le ouais. CPO et la CEO pour parler vraiment, faire un deep dive sur notre tech, de comprendre notre solution pour aussi nous rencontrer en personne. OK. Donc c'est vraiment une analyse acharnée et c'est ça, il y a énormément à faire. OK. Tu as appris quoi dans cette aventure? Parce qu'après le deal se fait, Ouais, ouais, donc bah, c'est du nous partage d'actions, c'est du cash, c'est un peu des 2. Tu peux mmh. pas forcément nous en parler? C'est, non, c'était un exit complet où ils nous ont tous sorti tous les shareholders de OK. Alaya et racheté leur part. OK. Donc en fait, ça a été vraiment ils ont absorbé entièrement Alaya Ouais. SA et c'est devenu une des sociétés de Benevity OK. Cool. et Avec un earn-out, tu étais ouais, ça, ils aiment bien le faire les Nord-américains, c'est de mettre une phase de d'earn-out. Donc il y a un premier achat avec un paiement ouais. et ensuite, tu as, des conditions, des targets sur les 2 nous, c'était 2 ans, donc 2 sur ans. 2 ans à atteindre et si tu atteins ces targets, tu débloques une autre partie OK. du paiement. Comment Comment tu peux garder le focus? Parce qu'au début, c'est ta boîte, mmh là, c'est plus ta boîte, mais tu dois garder le focus. Tu as déjà peut-être encaissé un peu de cash. Comment tu es dans quel état d'esprit là pour gérer cette phase-là, ces 2 ans? Bah, je pense qu'il y a toujours une grosse carotte parce que c'est pour ça aussi qu'ils font ces earn-out là pour que l'intégration se passe mieux et que tu bosses à fond. Donc je dirais qu'on n'a pas vraiment levé le pied, même si on a bien fêté à la vente et on a bien décompressé et pris un peu de temps pour nous. On est resté un peu, à fond OK. parce que, il y avait quand même des challenges, il fallait apprendre à travailler avec un plus grosse entreprise. Ouais. À l'époque, on a rejoint Benevity, on était 800, Alors eux, ils avec étaient Alaya 800 et non, vous étiez avec Alaya inclus et nous, on OK, était une quarantaine. quand même. Ouais, Ouais. ouais. OK. Donc ils nous ont absorbés complètement, toute l'équipe et du coup, c'était toujours vraiment full force et en fait, nous, on s'est vraiment occupé du marché, international. Donc on a vraiment fait un split où nous, on s'occupait vraiment du côté international. Donc on avait un peu de flexibilité, on peut agir encore comme une start-up, mais il fallait
respecter un peu les processus, les guidelines et la structure d'un plus gros bateau. Ok. Donc ça, c'était vraiment nos premiers challenges. Tu passes d'une startup, même si pour certains déjà 30, 40, c'est gros, en fait, ça reste toujours très manœuvrable, Ouais. mais à quelque chose de vraiment plus gros. Donc comment tu gardes à la fois ton indépendance pour agir rapidement, mais tu dois quand même respecter. Donc c'était un peu les Et comment dilemmes tu du fais début. ça? Bah, c'est assez dur. Ça... En fait, c'est assez drôle parce qu'on parle d'acquisition. Quand une acquisition fonctionne, c'est souvent lié à l'alignement culturel. D'accord. Nous, c'est vraiment le côté qui nous a fait aller de l'avant, arrêter la série B, se dire ça va marcher, on va dans cette due diligence et cette acquisition, c'est qu'il y avait un vrai alignement culturel. Ok. Certes, les Nord-Américains, les Canadiens ont une autre culture, mais mission, vision, valeur étaient quand même assez proches. Ok. Et c'est ce qui a permis que ça se passe bien. Parce que même si tu as 150 pages de droit euh, pour un contrat d'acquisition où on te donne des objectifs, il y a toujours des zones grises et en fait, au final, ce qui va résoudre ces zones grises, c'est les discussions, c'est l'alignement culturel, à quel point ils te veulent dans l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de rachats qui sont faits juste pour tuer la compétition. Après, ils Ouais, t'absorbent et puis bon, après, ils n'ont plus besoin de c'est ça. toi. Nous, on a vraiment eu l'impression que c'était pour créer un partenariat et qui valorisait énormément notre avis sur toute la partie internationale, surtout l'axe volontariat. Ok. Et du coup, ça s'est vraiment très bien fait où on a eu quand même des bonnes positions au sein de Beneviti, dont un de mes associés qui est même pendant un moment faisait partie des exécutifs Ok. et il représentait le pan international. Donc, ils nous ont vraiment, ça a vraiment aidé, mais ils nous ont vraiment valorisé et ça permettait d'avoir un peu d'influence sur certaines décisions pour nous débloquer et permettre de viser nos objectifs. Donc, Ok. Les objectifs, voilà, ils ont été atteints, pas atteints, ça c'est pas le mhm. problème, l'enjeu. Et ensuite, quand l'ornate il est fini, la première décision que tu fais, c'est tu donnes ta dème. La première décision que tu fais, c'est tu signes un CDI pour plus longtemps. C'est quoi? Ouais, on aurait pu, mais c'est vrai que là, sur les trois associés, même les cinq, si je prends à la fin, il restait encore deux des lead développeurs qui étaient là depuis le début avec nous, qui sont restés, les deux originaires de OPDub, donc eux sont toujours salariés d'ailleurs. Et non, bah, on est restés, on a certains challenges sympas. Tu travailles toujours pour Benefity. Ouais, là, je travaille toujours, on a des bons rôles, on a, Tu fais quoi? moi, je suis VP et ça s'appelle transformation. Donc, c'est un peu ces titres qui n'ont pas vraiment de sens, mais je m'occupe de tout ce qui est vraiment optimisation en interne de l'entreprise pour être plus rapide, plus efficace. Ouais, Comment on travaille sur nos différentes applications, business applications, que ce soit ton Salesforce, ton outil de compta, ton outil de facturation pour que tout soit lié. ouais, Il faut se rendre compte quand tu es petit, ultra lean, tout est connecté, tout fonctionne bien, mais quand tu rentres dans des plus grosses entreprises, en ouais. fait, il y a des gros problèmes de data. Il y a eu plusieurs acquisitions qui sont passées par là. Donc, en fait, comment tu aides sur les sujets data. J'adore geeker sur tous les sujets d'IA, surtout l'implication interne. Donc, pas OK. sur notre produit, mais plutôt comment tu gères ton support avec de l'IA, certains de ces processus. Donc, vraiment, tous les gros projets internes qui vont sur différentes équipes. Mon équipe, on travaille là-dessus. OK. Mais du coup, c'est sympa. On a des challenges assez intéressants. Et surtout, nous, le côté qui nous intéresse le plus, c'est qu'en fait, sur toute la journey, si on peut appeler ça, d'une startup. On a fait ces phases de création, on a fait ces phases de levée de fonds, on a été racheté et maintenant, en fait, on arrive vraiment à la fin d'une scale-up qui, Benevity, arrive à la fin d'un cycle où un jour, elle va devoir faire l'exit final ou l'IPO. Mais généralement, c'est le cycle des startups. Et du coup, c'est intéressant pour l'expérience de voir cette dernière phase-là. OK. Certes, on manque une grosse partie au milieu qui est, nous, je crois qu'on a vendu, on était à plus de 2 millions d'ARR, 2,2, voire un peu plus. On a tout de suite arrivé dans une entreprise qui était tout de suite une unicorn. Donc, c'est vraiment cette phase-là, on a raté. Mais au moins, de voir la phase de la fin, Ouais, ça peut être intéressant de voir un peu plus comment le monde du private equity fonctionne. ouais. Parce qu'il faut savoir qu'au début, tu es dans le monde du VC avec tes startups, mais dès que tu passes un certain stade, tu rentres dans le monde du private equity. Et là, c'est un autre monde. C'est beaucoup plus gros. C'est pas les mêmes explosions de rentabilité, mais c'est plus stable. Mmh. C'est des fonds énormes. Euh, de toute façon, pour que des startups passent en unicorn, en scale-up, c'est des gros montants Ouais, ouais. investis. Donc,
c'est tout un monde, le private equity, donc c'est sympa de voir comment ça fonctionne. Ok, Après, à voir, l'avenir nous dira si on est toujours là au moment de l'exit, si l'exit arrive, on ne sait pas trop pour l'instant. ok. Si aujourd'hui tu pouvais revenir en arrière et puis parler au Guillaume qui se dit: «Tiens, je vais m'engager dans la SEC», Mhm. tu lui dis quoi, Guillaume? Bah de foncer, hein. Je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Et ouais, l'épanouissement culturel et l'enrichissement que j'ai eu, c'est incroyable. Enfin, je recommande à tous s'ils ont l'opportunité de faire une aventure, même si ça peut faire peur entrepreneuriale, parce que Qu'est-ce qui fait peur, tu penses? je pense que c'est l'incertitude, surtout sur le côté financier. Je Ouais. pense que c'est ce qui fait le plus peur, à mon avis, surtout quand tu te lances. Surtout qu'énormément de gens, enfin, il y a pas mal d'entrepreneurs qui commencent après l'université, donc ça, souvent, c'est aussi peut-être le plus simple parce que tu as moins d'attentes salariales. Mmh. Tu pas encore installé dans ta vie, tu es souvent dans une coloc, avec 1000 balles par mois, 1500, tu te débrouilles. Alors que quand tu es dans une vie où tu as travaillé, tu es sorti d'une université, tu as engrangé des salaires importants, tu as ta vie, tu des frais récurrents assez importants. Te lancer là-dedans, ça peut faire plus peur. Donc je pense généralement, c'est vraiment cette partie-là. Mais ce que je trouve fantastique, c'est qu'en fait, vu que quand la startup évolue, chaque mois, il faut que tu sois une nouvelle personne. Il faut que tu aies évolué, il faut que tu aies vraiment, tu sois monté en gamme et en niveau. Et en fait, tu ne peux pas rester au même niveau pendant 6 mois. Sinon, ta boîte, elle coule. Et en fait, c'est que tu dois constamment gagner en compétences. Et vu que tu vois tous les sujets, tu apprends tout. Du OK. recrutement, aucune expérience managériale avant, de RH, comment tu recrutes, comment tu vires, euh, la partie légale, la partie finance, la partie comptable, comment tu crées des équipes pour gérer les clients, des équipes sales. Et en fait, il faut que même si les gens se spécialisent, il faut que tu comprennes tous ces sujets-là. Et c'est ultra enrichissant parce que du coup, tu deviens une personne qui a vu de tout et qui connaît de tout et qui, sur n'importe quel sujet, peut donner son avis. Et puis, quelque temps plus tard, il se passe quelque chose avec eux? Ouais, on commençait à être assez agressif. On a commencé à gagner nos premiers deals nord-américains avec un siège en Amérique du Nord. OK. Hem, à l'international, en fait, à chaque fois qu'on était en compétition contre Benevity, de par notre présence internationale avec nos premiers clients, on gagnait assez souvent, dans les appels d'offres. Eux, ils étaient qu'aux US? Ou? En fait, ils étaient vraiment en Amérique du Nord, mais étant donné qu'ils avaient une stratégie où ils étaient vraiment sur les tout gros clients, ils OK, accompagnaient leurs clients à l'international, mais Benevity a toujours eu plus l'angle, du don. d'accord. Donc Benevity, en fait, c'est maintenant, pour vous donner quelques chiffres, je pense par année, il y a 3,2 milliards de dollars qui passent à travers nos fondations en dons. OK. Donc c'est vraiment une énorme machine de dons et vraiment toujours très spécialisée sur le don qui était aligné avec la culture nord-américaine. Ouais, Mais parfois, ils avaient du mal sur des deals vraiment plus internationaux où ces entreprises voulaient peut-être plus d'impact pour faire du volontariat et avoir plus d'opportunités et plus d'accompagnement sur le volontariat. Et nous, c'était vraiment notre force, notre ouais. spécialisation. Et ça nous permettait de gagner pas mal. Et le fait qu'on était encore vraiment une petite start-up, qu'on allait vite, qu'on développait, bien évidemment, on faisait des promesses qu'on n'était pas sûr de pouvoir tenir. Et Benevity étant plus gros, ils étaient déjà peut-être 700, 600 à l'époque. Et en fait, c'était vraiment un plus gros bateau, donc ils avaient un peu moins d'agilité. Donc Ouais. en fait, ça nous a permis de gagner pas mal de contrats. Et c'était en octobre 2021. Donc sur cette année 2021, Benevity, je crois que c'était en janvier ou février, a eu une annonce choc sur le milieu parce qu'il venait de passer en unicorn, OK. donc une valorisation d'1 milliard. Donc généralement, quand une entreprise passe unicorn dans une industrie, c'est plutôt bon signe pour l'industrie. Ça veut dire Ouais, qu'il y a quand même pas mal de fonds qui arrivent. Et en effet, on voyait quand même beaucoup de compétiteurs émerger et pas mal de solutions qui commençaient à exister. Et généralement, en fait, quand une entreprise passe unicorn et a autant de cash, généralement, leur meilleure option, c'est d'acheter pour OK, je grandir vois, ouais. plutôt que de recruter. Et c'est là qu'en octobre, en fait, 2021, on a le fonds de private equity qui avait aidé Benevity à passer en unicorn, qui nous contacte et qui nous dit, bah voilà, Benevity sont impressionnés par ce que vous faites à l'international et ils aimeraient engager une conversation pour potentiellement amener un rachat. Ouais. Et donc c'est là que toutes les premières discussions se sont amorcées. Et puis je pense que l'expérience qu'on avait eue avec cette fusion nous avait déjà aidé, mais là c'était un tout autre niveau. C'était clairement un compétiteur plus gros. C'était pas d'égal à égal. Là c'était vraiment David contre Goliath. Donc on était les petits.
et on se faisait approcher par le gros concurrent pour nous faire acheter. Et du coup, c'est là qu'on est passé à travers toute cette phase de due diligence. Ça a été un peu le même processus que pour la fusion, où on a fait en fait tout ce qui est, on a partagé quelques chiffres. Bah, cette fois, c'était pas avant, c'était vraiment Sheridan partageait ses chiffres, Opidop. On comparait, là, Ouais, c'est que dans un donne-moi tes sens. chiffres. Ouais. Là, c'est que dans un sens, donc il y a toujours le risque d'un compétiteur. Est-ce qu'il peut pas avoir tes chiffres et les utiliser contre toi? Mais voilà, Ça, vous avez eu peur de ça? on a eu un peu peur de ça, surtout qu'on était dans une phase où on allait entamer la série B. On voulait lever 8 millions, donc Ok. vraiment passer à un autre stade. Et vu que Benevity arrivait à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, c'est un bon timing. Mais en termes de ressources, vu que le business doit continuer de tourner, tu peux pas forcément informer les équipes de ce qui se passe, pas pour l'instant, parce que si jamais ça se fait pas, bah, il y a des grosses Ah, déceptions qui sont générées. Donc en fait, on n'avait pas le temps pour faire une série B et ce processus d'acquisition. Donc on ok. a dû choisir. On est de toute façon, on a commencé certaines discussions, on a partagé quelques chiffres, mais pas trop. Ce qui nous a amené à une letter of intent où ils nous ont dit, bah, basé sur les chiffres que vous nous avez donnés, on vous valorise à temps et on vous propose de vous racheter à temps Ok. avec quelques clauses où ils disaient déjà, bon, voilà, aux conditions suivantes. Ouais. Généralement, c'est ça la letter of intent. Si les deux parties sont d'accord, on va de l'avant. Ce n'est engageant en rien, une letter of intent. Tu peux la faire et Ah, tout d'un coup, après te dire non, finalement, on vous achète pas. Mais au moins, ça met au clair déjà quelques chiffres et toi, ça te donne des bons, est-ce que c'est des bons signaux, des bons indicateurs pour aller de l'avant ou pas? Et c'est là qu'on est rentré, du coup, on a accepté. Les deux ont signé, on est rentré dans cette phase de due diligence ok. qui a duré quand même 3 mois. Ok. 3 mois ultra intenses, très enrichissant, mais c'était une vie de dingue. Le jour, un peu comme à la Batman, le jour, tu travailles pour ta startup et tu prétends que tout va bien et tu continues de grandir et tu agis normalement en face de tes salariés. Le soir, c'est plus vu qu'ils étaient basés en Amérique du Nord, au Canada, tu travaillais sur le due diligence, tu travaillais sur des présentations, etc. La due deal, elle est plutôt sur la tech, elle est plutôt sur les clients, elle est plutôt sur l'équipe, c'est quoi? C'est vraiment de tout en fait. À la fin, et ça reste encore court de ce que j'ai entendu, le but ultime d'une due diligence, c'est de créer ce contrat qui s'appelle Purchase Agreement, qui est un SPA, qui au final, nous, c'est environ 110 à 120 pages de droits et de clauses. Donc c'est vraiment, ils analysent tout, Ouais. tout, tout, tout. Et le nombre je crois qu'on avait compté, je crois qu'on a dû produire environ 150 docs entre des Excel, des Ouais. présentations. Donc c'est vraiment, ils analysent toute ta partie du business. Ouais. Et c'est vraiment, ils appellent différents exécutifs de Benevity pour analyser différentes parties. Bien évidemment, tu passes beaucoup de temps avec le CFO et la CEO. Mais typiquement, moi, quand je présentais notre stratégie relation client, bah, j'avais celle qui s'occupait du client success en Ouais. face, qui venait challenger. Donc vraiment, ils font une analyse de tout, de toutes tes finances, de toute ta tech. Donc ils sont même venus un moment à Genève avec leur Ah CTO et le ouais. CPO et la CEO pour parler vraiment, faire un deep dive sur notre tech, de comprendre notre solution pour aussi nous rencontrer en personne. Ok. Donc c'est vraiment une analyse acharnée et ça, il y a énormément à faire. Ok. T'as appris quoi dans cette aventure? Parce que après, le deal se fait. Ouais, ouais, donc bah, C'est du nous, partage d'actions, c'est du cash, c'est un peu des deux. Tu peux hmm, pas forcément nous en parler. non, c'était un exit complet où ils nous ont tous sorti tous les shareholders Ok. de Alaya et racheté leur part. Ok. Donc en fait, ça a été vraiment, ils ont absorbé entièrement Alaya Ouais. SA et c'est devenu une des sociétés de Benevity. Ok. Cool. Et Avec un earn-out, t'étais. ouais, ça, ils aiment bien le faire, les Nord-Américains, c'est de mettre une phase d'earn-out. Donc il y a un premier achat avec un paiement. Ouais. Et ensuite, tu as des conditions, des targets sur nous c'était 2 ans, donc Deux sur ans. 2 ans à atteindre. Et si tu atteins ces targets, tu débloques une autre partie Ok. du paiement. Comment tu peux garder le focus? Parce qu'au début, c'est ta boîte, Mhm. là, c'est plus ta boîte, mais tu dois garder le focus. Tu as déjà peut-être encaissé un peu de cash. Comment tu es dans quel état d'esprit là pour gérer cette phase-là, ces 2 ans? Bah, je pense qu'il y a toujours une grosse carotte parce que c'est pour ça aussi qu'ils font ces earn-out là pour que l'intégration se passe mieux et que tu bosses à fond. Donc, je dirais qu'on n'a pas vraiment levé le pied, même si on a bien fêté à la vente et on a bien décompressé et pris un peu de temps pour nous. On est resté un peu à fond OK. parce que il y avait quand même des challenges. Il fallait apprendre à travailler avec plus grosse entreprise. Ouais. À l'époque, on a rejoint Benevity, on était 800. Alors eux, ils Avec un étaient Laïa, 800 et non, vous étiez. avec Alaya inclus. Et nous, on OK, était une quarantaine. quand même. Ouais, Ouais. ouais, OK. Donc, ils nous ont absorbé complètement, toute l'équipe.
Et du coup, c'était toujours vraiment full force. Et en fait, nous, on s'est vraiment occupé du marché international. Donc, on a vraiment fait un split où nous, on s'occupait vraiment du côté international. Donc, on avait un peu de flexibilité. On pouvait agir encore comme une startup, mais il fallait respecter un peu les processus, les guidelines et la structure d'un plus gros bateau. Ok. Donc ça, c'était vraiment nos premiers challenges. Tu passes d'une startup, même si pour certains déjà 30, 40, c'est gros, en fait, ça reste toujours très manœuvrable, Ouais. mais à quelque chose de vraiment plus gros. Donc comment tu gardes à la fois ton indépendance pour agir rapidement, mais tu dois quand même respecter. Donc c'était un peu les Et comment dilemmes tu du fais début. ça? Bah, c'est assez dur. Ça... En fait, c'est assez drôle parce qu'on parle d'acquisition. Quand une acquisition fonctionne, c'est souvent lié à l'alignement culturel. D'accord. Nous, c'est vraiment le côté qui nous a fait aller de l'avant, arrêter la série B, se dire ça va marcher, on va dans cette due diligence et cette acquisition, c'est qu'il y avait un vrai alignement culturel. Ok. Certes, les Nord-Américains, les Canadiens ont une autre culture, mais mission, vision, valeur étaient quand même assez proches. Ok. Et c'est ce qui a permis que ça se passe bien. Parce que même si tu as 150 pages de droit euh, pour un contrat d'acquisition où on te donne des objectifs, il y a toujours des zones grises et en fait, au final, ce qui va résoudre ces zones grises, c'est les discussions, c'est l'alignement culturel, à quel point ils te veulent dans l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de rachats qui sont faits juste pour tuer à la compétition. Après, ils Ouais. t'absorbent et puis bon, après, ils n'ont plus besoin de C'est ça. toi. Nous, on a vraiment eu l'impression que c'était pour créer un partenariat et qui valorisait énormément notre avis sur toute la partie internationale, surtout l'axe volontariat. Ok. Et du coup, ça s'est vraiment très bien fait où on a eu quand même des bonnes positions au sein de Beneviti, dont un de mes associés qui est même pendant un moment faisait partie des exécutifs Ok. et il représentait le pan international. Donc, ils nous ont vraiment, ça a vraiment aidé, mais ils nous ont vraiment valorisé et ça permettait d'avoir un peu d'influence sur certaines décisions pour nous débloquer et permettre de viser nos objectifs. Donc, Ok. Les objectifs, voilà, ils ont été atteints, pas atteints, ça c'est pas le mhm. problème, l'enjeu. Et ensuite, quand l'ordre il est fini, la première décision que tu fais, c'est tu donnes ta dème. La première décision que tu fais, c'est tu signes un CDI pour plus longtemps, c'est quoi? Ouais, on aurait pu, mais c'est vrai que là, sur les trois associés, même les cinq, si je prends à la fin, il restait encore deux des lead développeurs qui étaient là depuis le début avec nous, qui sont restés, les deux originaires de Opidum, donc eux sont toujours salariés d'ailleurs. Et non, bah, on est restés, on a certains challenges sympas. Tu travailles toujours pour Benevity? Ouais, là, je travaille toujours, on a des bons rôles, on a. Tu fais quoi? Moi, je suis VP et ça s'appelle transformation. Donc, c'est un peu ces titres qui n'ont pas vraiment de sens, mais je m'occupe de tout ce qui est vraiment optimisation en interne de l'entreprise pour être plus rapide, plus efficace. Ouais. Comment on travaille sur nos différentes applications, business applications, que ce soit ton Salesforce, ton outil de compta, ton outil de facturation pour que tout soit lié. Ouais. Il faut se rendre compte quand tu es petit, ultra lean, tout est connecté, tout fonctionne bien, mais quand tu rentres dans des plus grosses entreprises, en Ouais. fait, il y a des gros problèmes de data. Il y a eu plusieurs acquisitions qui sont passées par là. Donc, en fait, comment tu aides sur les sujets data. J'adore geeker sur tous les sujets d'IA, surtout l'implication interne. Donc, pas OK. sur notre produit, mais plutôt comment tu gères ton support avec de l'IA, certains de ces processus. Donc, vraiment tous les gros projets internes qui vont sur différentes équipes. Mon équipe, on travaille là-dessus. OK. Mais du coup, c'est sympa, on a des challenges assez intéressants. Et surtout, nous, le côté qui nous intéresse le plus, c'est qu'en fait, sur toute la journey, si on peut appeler ça, d'une startup. On a fait ces phases de création, on a fait ces phases de levée de fonds, on a été racheté et maintenant, en fait, on arrive vraiment à la fin d'une scale-up qui, Benevity, arrive à la fin d'un cycle où un jour, elle va devoir faire l'exit final ou l'IPO. Mais généralement, c'est le cycle des startups. Et du coup, c'est intéressant pour l'expérience de voir cette dernière phase-là. OK. Certes, on manque une grosse partie au milieu qui est, nous, je crois qu'on a vendu, on était à plus de 2 millions d'ARR, 2,2, voire un peu plus. On est tout de suite arrivé dans une entreprise qui était tout de suite une unicorn. Donc, c'est vraiment cette phase-là, on a raté. Mais au moins, de voir la phase de la Ouais, fin, ça ouais. peut être intéressant de voir un peu plus comment le monde du private equity fonctionne. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'au début, tu es dans le monde du VC avec tes startups, mais dès que tu passes un certain stade, tu rentres dans le monde du private equity. Et là, c'est un autre monde. C'est beaucoup plus gros. C'est pas les mêmes explosions de rentabilité, mais c'est plus stable. Mmh. C'est des fonds énormes.
Bah, de toute façon, pour que des startups passent en unicorn, en scale-up, c'est des gros montants Ouais, ouais. investis. Donc, c'est tout un monde, le private equity. Donc, c'est sympa de voir comment ça fonctionne. Ok. Après, à voir. L'avenir nous dira si on est toujours là au moment de l'exit. Si l'exit arrive, on ne sait pas trop pour l'instant. Ok. Si aujourd'hui tu pouvais revenir en arrière et puis parler au Guillaume qui se dit tiens, je vais m'engager dans la ISEC, Mhm. tu lui dis quoi, Guillaume? Bah de foncer, hein. Je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Et ouais, l'épanouissement culturel et l'enrichissement que j'ai eu, c'est incroyable. Enfin, je recommande à tous s'ils ont l'opportunité de faire une aventure, même si ça peut faire peur entrepreneuriale, parce que Qu'est-ce qui fait peur, tu penses? je pense que c'est l'incertitude, surtout sur le côté financier. Je Ouais. pense que c'est ce qui fait le plus peur, à mon avis, surtout quand tu te lances. Surtout qu'énormément de gens, enfin, il y a pas mal d'entrepreneurs qui commencent après l'université, donc ça, souvent, c'est aussi peut-être le plus simple parce que tu as moins d'attentes salariales. Mhm. Tu pas encore installé dans ta vie, tu es souvent dans une coloc, avec 1000 balles par mois, 1500, tu te débrouilles. Alors que quand tu es dans une vie où tu as travaillé, tu es sorti d'une université, tu as engrangé des salaires importants, tu as ta vie, tu des frais récurrents assez importants. Te lancer là-dedans, ça peut faire plus peur. Donc, je pense généralement, c'est vraiment cette partie-là. Mais ce que je trouve fantastique, c'est qu'en fait, vu que quand la startup évolue, chaque mois, il faut que tu sois une nouvelle personne. Et il faut que tu aies évolué, il faut que tu aies vraiment, tu sois monté en gamme et en niveau. Et en fait, tu ne peux pas rester au même niveau pendant 6 mois. Sinon, ta boîte, elle coule. Et en fait, tu dois constamment gagner en compétences. Et vu que tu vois tous les sujets, tu apprends tout. Du Ok. recrutement, aucune expérience managériale avant, de RH, comment tu recrutes, comment tu vires, euh, la partie légale, la partie finance, la partie comptable, comment tu crées des équipes pour gérer les clients, des équipes sales. Et en fait, il faut que même si les gens se spécialisent, il faut que tu comprennes tous ces sujets-là. Et c'est ultra enrichissant parce que du coup, tu deviens une personne qui a vu de tout et qui connaît de tout et qui, sur n'importe quel sujet, peut donner son avis, même si c'est pas le spécialiste même, c'est Ouais. vraiment, tu as une compréhension globale. Et ça, Ça te manque aujourd'hui, ça, dans Benevity? ouais, un peu plus, parce que du coup, tu es quand même plus gros, donc tu es plus segmenté. Même ils m'ont toujours mis dans des positions où je peux vraiment travailler avec presque toutes les équipes et être très cross-fonctionnel et vraiment travailler avec différentes équipes. C'est plus lent, donc tu vas pas à Ouais. la même vitesse, mais au moins ils m'ont un peu cerné et toujours mis sur des rôles où je peux faire un peu vraiment de tout. Donc ça, je trouve intéressant. C'est marrant parce que ces mots de vitesse, de Mhm. rapidité, et cetera, je n'ai pas compté, mais j'ai l'impression que c'est très important Ok, pour toi. ouais, En tout peut-être. cas, c'est revenu souvent. Ouais. Ça, au Guillaume de l'ISEC, tu lui dirais, va encore plus vite ou tu lui dirais non, mec, freine un petit peu parce que des fois, quand on va trop vite, Non, je pense que c'était le bon rythme. De nouveau, on était à une autre époque où la vitesse c'était le plus important. Donc ok, en fait, dès que tu rentrais dans le moule de lever des fonds et après VC, en fait, il fallait grandir. Et étant donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'argent coûtait moins cher, tu avais un accès aux capitaux plus important. Donc en fait, combien tu brûlais était moins important tant que tu atteignais tes chiffres de croissance. Maintenant, le paradigme a complètement évolué depuis 2022 où il faut devenir et être profitable assez rapidement. Donc, je pense que si je devais recommencer, j'aurais mettre toujours une importance sur la vitesse d'exécution, mais plus avec un angle profitabilité quand même. Donc, tu ne ok. peux plus te permettre de brûler et d'essayer de tout et de faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Tu peux toujours faire des erreurs, mais tu as peut-être un peu moins de marge de manœuvre qu'avant. Ok. Et malgré la vitesse, je sais que tu aimes bien lire. Il y a un livre que tu peux nous recommander aux personnes qui nous écoutent? Ouais, celui ce qui nous a vraiment changé et que je recommande à chaque fois que je parle à une startup de lire celui-ci, c'est Hard Things About Hard Things Ok, de Ben Horowitz. Et c'est assez, en fait, j'aime bien, il utilise beaucoup d'analogies où c'est une réalité en tant qu'entrepreneur, il y a énormément de challenges, énormément de pression. Et on est toujours un peu dans cet état où, sur l'analogie du pompier que j'ai utilisé tout à l'heure, où il y a toujours un feu à éteindre et lequel est plus important, lequel il faut éteindre en premier, comment, étant donné que notre temps est limité, comment on l'alloue aux bonnes choses qui ont vraiment un impact. Et c'est vraiment cet esprit de guerrier où c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps à haute tension. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Un autre concept du livre que j'ai adoré, c'est que
généralement, dans une phase d'une startup, on parle tous d'un peu roller coaster. Des fois, c'est dans les hauts, des fois dans les bas, des fois on a une période de crise, des fois on a un momentum exceptionnel et tout va bien. Et c'est qu'en fait, en tant que fondateur, ou lui, il parle plus du CEO parce qu'il parle même de boîtes des fois un peu plus grandes, il faut soit avoir différentes personnes ou différentes personnalités qui, dans des phases où tout va bien, tu viens de lever des fonds, tu es sur une partie scale, tu veux développer ta solution, il faut plutôt des personnes qui soient plutôt visionnaires et qui veulent mettre les bonnes fondations pour grandir plus rapidement après. Et ça, c'est totalement un autre style de leadership que quand tu es dans des phases de crise où ton plus gros client vient de t'annoncer qu'il est sur le départ, que ton lead investor se retire, que tes ventes pendant un trimestre, tu fais pas de nouvelles ventes et que là, il faut en fait plus penser long terme, c'est que court terme et c'est solution, solution, action, réaction. Et en fait, c'est comment tu adaptes quand tu es solo founder, il faut que tu adaptes ces différents styles. Quand tu es plusieurs, peut-être que un va prendre le lead à un moment, l'autre plus un autre, passer sur sa personnalité. Mais ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le troisième concept que j'adore et qui est très, très dur, c'est que on parle beaucoup quand même on coach des startups de à quel point le recrutement est important. On passe beaucoup de temps sur comment identifier les bonnes personnes, passer le bon, vraiment avoir tes premiers employés sont généralement clés. Mais on passe très peu de temps sur la partie licenciement, qui est la partie plus dure. Peut-être parce que c'est aussi cette façon culturelle, c'est tabou de parler de licenciement, surtout en Europe, je trouve encore plus. Et il a une analogie assez intéressante ou une expérience et c'est vrai que j'y suis passé, plusieurs fois à travers et j'aurais dû faire comme dans le livre. C'est que quand tu as une personne dans ton équipe et dès que tu commences à avoir les premières pensées de te dire: «Bon, en fait, cette personne elle ne peut plus être dans l'équipe, il faut qu'on parte, sur un plan où on va devoir la licencier». Généralement, en tant qu'être humain, dès qu'on a cette première pensée, on va se dire: «Non, mais non, peut-être pas». C'est une bonne personne dans le fond, donc on fait des plans, d'essayer de redresser, on essaie de s'ajuster et ce qui arrive 9 mois, 12 mois plus tard, soit la personne part d'elle-même, soit on doit arriver sur un licenciement et on aurait gagné en fait 12 mois. Ouais. Et ça, c'est un concept que j'ai essayé d'appliquer le plus possible, mais qui est ultra dur humainement. Enfin, tu sors de l'université, tu as jamais fait ça et c'est horrible. Ok. C'est horrible. Donc, c'est ces côtés-là et le livre porte bien tout ouais, son nom de vraiment. C'est voilà, l'entrepreneuriat, c'est dur, il faut faire des choix difficiles. Heu, des fois, c'est des choix, importants pour l'entreprise, mais humainement, c'est pas les bons choix et ça, c'est de loin le plus dur, ouais. Qu'est-ce qu'il faut qu'on te souhaite pour la suite? Tout va bien pour l'instant. Écoute. Ok. Non, écoute, bah, pour la suite, on verra. Pour l'instant, cette aventure Benevity, est-ce qu'on va recommencer, se remettre avec nos associés sur une autre idée, une autre startup peut-être? Je trouve qu'il y a énormément d'opportunités là avec tout ce qui est, intelligence artificielle, de créer des solutions peut-être avec des plus petites équipes, donc peut-être on explorera ça. Passer du temps, j'adore passer du temps avec des startups, que ce soit coach ou autre, donc partage d'expérience, c'est toujours, sympa étant donné qu'on est passé par là, je trouve très bien et j'ai trouvé, bah, après avec certains organismes, j'ai une dilemme très bien pour ça d'ailleurs, mais je trouve que souvent beaucoup de coachs qu'on a au travers de notre vie de start-upper sont des gens qui ont bossé en industrie, pendant des années, qui arrivent au stade de la retraite et qui se disent: «Bon, bah, maintenant je vais pouvoir aider les petits jeunes à se développer». Mais en fait, ils en ont aucune idée de comment ça se passe dans ce monde-là. Donc j'ai toujours énormément valorisé d'anciens entrepreneurs et c'est souvent ceux qui nous ont aidés le plus et sortis de situations très compliquées parce qu'ils l'ont fait, ils sont déjà passés par là et voilà, je souhaite pouvoir aider des startups qui passent par ces mêmes challenges. Ok. Et donc, s'il y a une startup là qui t'écoute et puis qui se dit, Putain, j'aimerais bien voir la vie de Guillaume, et elle peut te contacter Ouais, sur avec plaisir. LinkedIn ou... Ouais, sur LinkedIn, avec plaisir, ouais. Ok, cool. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Merci à pour ton toi, partage. trop Tout bien. meilleur pour la suite et à Cool, bientôt. c'était sympa, merci. Ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'est la trajectoire aussi improbable qu'inspirante de Guillaume. Il part avec un drone, une caméra et des potes pour mettre en lumière des associations en Amérique du Sud et il finit par diriger une scale-up SaaS active dans le volontariat d'entreprise rachetée par un média mondial. C'est une claque. Moi, j'ai été très impressionné par sa capacité à apprendre sur le tas et à s'adapter à chaque étape avec beaucoup de vitesse. Premier flop de fundraising B2C à l'opportunité B2B avec Mass Challenge, puis la fusion avec un concurrent direct, jusqu'à la vente à Benevity. Chaque étape est un vrai cas d'école de résilience, d'intelligence collective et de sens du timing.
Moi, j'ai aussi beaucoup aimé sa manière de parler de culture d'entreprise, d'alignement entre les équipes fondatrices et de gouvernance. C'est trop souvent négligé dans les récits de start-up. Et lui, il a fait un pierre angulaire de son aventure. Et dans la dernière partie du podcast, on est entré vraiment dans le concret du rachat, la due diligence, la négo, l'après, et ce fameux earn-out qui conditionne au final le succès financier, la capacité de rester aligné sur les objectifs post-acquisition. Enfin, Guillaume nous rappelle qu'il existe 1000 chemins pour avoir de l'impact, y compris à travers des modèles économiques solides et scalables. Ce qu'il a construit, c'est une entreprise à mission, mais sans aucune naïveté, avec une exécution ultra rapide, en modèle SaaS clair et une vision internationale. J'espère que vous aurez appris autant que moi, et si cet épisode vous a plu, peut-être même inspiré, je vous invite à le partager avec 2, 3, 4, 5 amis, 3 collègues, car c'est ensemble que notre communauté va continuer de grandir en mettant en lumière les histoires inspirantes des entrepreneuses et des entrepreneurs en Suisse romande. Et comme toujours, si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans les cantons de Genève et Vaud, pensez à vous abonner à la newsletter de Genilem sur notre site genilem.ch. C'était Cyril Delaval, coach au sein de l'association Genilem. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous, prenez soin que vous aimez et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!